sais ce moment où tu restes paralysé devant le menu d'un restaurant pendant 15 minutes, incapable de choisir entre deux plats qui te semblent tous les deux parfaits? Ou cette sensation désagréable quand tu passes 3 heures à chercher quel film regarder sur Netflix, pour finalement abandonner et scroller sans fin sur ton téléphone? Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'indécision chronique, et non, tu n'es pas simplement difficile. Ce que tu ressens dans ces moments, c'est ton cerveau qui crie littéralement à l'aide, submergé par ce que les neuroscientifiques appellent la fatigue décisionnelle. Et crois-moi, cette fatigue est bien plus qu'un simple inconfort passager. Elle façonne tes journées, sabote tes objectifs et peut même transformer des choix simples en véritables épreuves mentales. Alors installe-toi confortablement, détends-toi et laisse-moi t'emmener dans un voyage fascinant à travers les méandres de ton cerveau, là où se jouent chaque jour des milliers de batailles invisibles pour chaque décision que tu prends. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu dois faire un choix. Ton cerveau, cet organe extraordinaire qui ne pèse qu'environ 1400 grammes, consomme à lui seul près de 20% de toute l'énergie de ton corps. C'est colossal quand on y pense. Cet organe représente seulement 2% de ton poids corporel, mais il engloutit 1/5 de tes ressources énergétiques. Et devine quoi? Une partie substantielle de cette énergie est dédiée uniquement à la prise de décision. Quand tu te réveilles le matin, ton cerveau dispose d'une sorte de réservoir énergétique mental. Imagine ce réservoir comme une batterie qui se recharge pendant ton sommeil. Chaque décision que tu prends dans la journée, même la plus insignifiante, puise dans cette réserve. Faut-il appuyer sur snooze ou se lever? Thé ou café? Chemise bleue ou chemise blanche? Répondre à sommeil maintenant ou plus tard? Toast ou céréales? Tous ces micro-choix s'accumulent et progressivement, imperceptiblement, ton réservoir se vide. Les chercheurs ont identifié ce phénomène dans les années 90, mais c'est le psychologue Roy Baumeister qui l'a vraiment popularisé au début des années 2000. Ces études ont révélé quelque chose de perturbant. Notre capacité à prendre des décisions rationnelles s'effrite au fil de la journée, un peu comme un muscle qui se fatigue après un exercice intense. Plus tu prends de décisions, moins les suivantes sont de qualité. C'est mécanique, inévitable, et cela affecte absolument tout le monde, du PDG milliardaire aux parents qui essaie juste de gérer sa famille. Une des études les plus marquantes dans ce domaine a analysé les décisions de juges israéliens pendant leur audience de libération conditionnelle. Les résultats sont stupéfiants et franchement, un peu effrayants. Les chercheurs ont découvert que les prisonniers qui passaient devant le juge tôt le matin avaient environ 70% de chances d'obtenir une libération conditionnelle favorable. Ceux qui passaient en fin de matinée, juste avant le déjeuner du juge, leurs chances chutaient dramatiquement à près de 10%. Après la pause déjeuner, les chances remontaient de nouveau, pour ensuite redescendre progressivement dans l'après-midi. Réfléchis à ça un instant. Des juges, formés pendant des années, conscients de l'importance de leurs décisions, influencés non pas par les faits du dossier, mais par le simple moment de la journée où ils l'examinent. Ce n'est pas une question de compétence ou d'éthique, c'est la biologie pure. Leur cerveau, épuisé par des dizaines de décisions consécutives, choisissait par défaut l'option la plus sûre, la plus conservatrice, refuser la libération conditionnelle. Maintenant, transposons ça à ta vie quotidienne. As-tu déjà remarqué que tu fais souvent tes pires choix en fin de journée? Ce n'est pas un hasard si tant de gens craquent sur des aliments peu sains le soir. Après une journée entière à prendre des décisions au travail, à gérer des problèmes, à faire des choix concernant tes enfants, tes finances, tes relations, ton cerveau n'a tout simplement plus l'énergie nécessaire pour résister à cette pulsion vers le pot de glace dans le congélateur.
Les neuroscientifiques ont identifié les zones cérébrales impliquées dans ce processus. Le cortex préfrontal, situé juste derrière ton front, est le quartier général de la prise de décision rationnelle. C'est là que se déroule toute la magie de la planification, du contrôle des impulsions, de la pesée des options. Mais voilà le problème. Le cortex préfrontal est aussi une des zones les plus gourmandes en énergie de tout ton cerveau. Et quand les réserves d'énergie diminuent, c'est lui qui souffre en premier. Quand ton cortex préfrontal commence à flancher, d'autres parties de ton cerveau prennent le relais. Le système limbique, beaucoup plus ancien d'un point de vue évolutif, reprend les commandes. C'est la partie de ton cerveau qui gère les émotions, les récompenses immédiates, les réactions instinctives. Le système limbique ne se soucie pas de tes objectifs à long terme ou de tes résolutions du nouvel an. Il veut ce qu'il veut maintenant, immédiatement. Voilà pourquoi, après une journée difficile, tu te retrouves à faire des achats impulsifs en ligne, à regarder encore un épisode alors que tu sais que tu devrais dormir, ou à commander une pizza grasse alors que tu t'étais promis de manger sainement. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est ton cerveau qui a basculé en mode survie, privilégiant les récompenses immédiates parce qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour considérer les conséquences futures. Mais la fatigue décisionnelle n'est qu'une partie du tableau. Il existe un autre phénomène, encore plus insidieux, qui paralyse ton cerveau, la surcharge de choix. Nous vivons dans une époque d'abondance sans précédent. Nos ancêtres avaient peut-être le choix entre 3 ou 4 options pour la plupart de leurs décisions quotidiennes. Toi, tu as des centaines, parfois des milliers d'options pour pratiquement tout. Un supermarché moyen propose aujourd'hui environ 40 000 produits différents. Il existe plus de 200 types de shampoings disponibles dans une pharmacie standard. Netflix héberge des milliers de films et séries. Les sites de rencontres te proposent des millions de partenaires potentiels. Cette abondance devrait théoriquement nous rendre plus heureux, non? Plus de choix signifie plus de chances de trouver exactement ce qu'on veut. Sauf que, non. C'est exactement l'inverse qui se produit. Le psychologue Barry Schwartz a consacré une grande partie de sa carrière à étudier ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Ses recherches démontrent quelque chose de contre-intuitif. Au-delà d'un certain seuil, avoir plus d'options ne nous rend pas plus heureux. Cela nous paralyse, nous stresse et nous rend finalement moins satisfaits de nos choix. Il existe une expérience célèbre qui illustre parfaitement ce phénomène. Des chercheurs ont installé 2 stands de dégustation dans un supermarché haut de gamme. Le premier stand proposait 24 variétés de confitures artisanales, le second n'en proposait que 6. Les clients pouvaient goûter et ensuite recevoir un bon de réduction pour acheter une confiture. Les résultats ? 60% des clients s'arrêtaient au stand, avec 24 confitures, attirés par la variété, mais seulement 3% finissaient par acheter. Au stand, avec 6 confitures, 40% des gens s'arrêtaient, mais 30% achetaient effectivement. 10 fois plus de conversion, avec moins d'options. Pourquoi ? Parce que ton cerveau s'épuise à évaluer trop de possibilités. Avec 6 choix, tu peux raisonnablement comparer les options, prendre une décision et te sentir bien avec ce choix. Avec 24 options, ton cerveau entre en surcharge. Tu commences à te poser trop de questions. Et si une autre confiture était meilleure ? Comment puis-je être sûr de faire le bon choix ? L'anxiété monte. Finalement, ne rien choisir devient l'option la plus confortable, parce qu'au moins, tu ne risques pas de faire le mauvais choix. Cette surcharge de choix ne se limite pas aux confitures ou aux shampoings. Elle s'infiltre dans les décisions les plus importantes de ta vie.
choisir une carrière quand des milliers de chemins professionnels existent, trouver un partenaire quand les applications de rencontres suggèrent qu'il y a toujours quelqu'un de potentiellement mieux à un swipe de distance. Décider où vivre quand tu peux théoriquement t'installer n'importe où dans le monde. Cette abondance crée ce que les psychologues appellent le coût d'opportunité psychologique. Chaque fois que tu choisis quelque chose, tu es conscient de tout ce que tu n'as pas choisi. Tu commandes un burger, mais tu penses à la pizza que tu aurais pu prendre. Tu acceptes un emploi, mais tu te demandes si l'autre offre aurait été meilleure. Tu sors avec quelqu'un, mais une partie de toi se demande toujours s'il n'y a pas quelqu'un de plus compatible qui t'attend. Ce phénomène a même un nom dans le vocabulaire moderne, FOMO, ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est cette anxiété chronique que peut-être, quelque part, quelque chose de mieux se passe sans toi. Et les réseaux sociaux ont transformé cette anxiété en épidémie. Tu scrolles Instagram et tu vois des gens qui voyagent dans des endroits exotiques, qui mangent dans des restaurants branchés, qui vivent apparemment des vies parfaites. Ton cerveau interprète ça comme autant d'opportunités ratées, autant de mauvais choix que tu as faits. Mais revenons à la neurobiologie pour comprendre pourquoi tout ça te fatigue autant. Chaque décision, même minuscule, active plusieurs processus cérébraux simultanés. Ton cerveau doit d'abord identifier les options disponibles. Ensuite, il évalue chaque option selon différents critères: coût, bénéfice, risque, plaisir anticipé, conséquences à court et long terme. Il compare ces évaluations. Il tente de prédire les résultats futurs de chaque choix. Enfin, il sélectionne une option et inhibe les autres. Chacune de ces étapes consomme du glucose, le carburant principal de ton cerveau. Une étude menée à l'université de Stanford a découvert que les niveaux de glucose dans le sang chutent après des tâches exigeantes de prise de décision. Et quand les niveaux de glucose baissent, la qualité des décisions se dégrade proportionnellement. C'est pourquoi tu as peut-être remarqué que prendre une décision devient plus facile après avoir mangé quelque chose. Ce n'est pas psychologique, c'est purement biologique. Tu as littéralement rechargé le carburant de ton cerveau. Mais le glucose n'est pas la seule substance chimique impliquée. La sérotonine, ce neurotransmetteur dont on parle souvent en relation avec la dépression, joue aussi un rôle crucial dans la prise de décision. Des niveaux bas de sérotonine sont associés à des décisions impulsives et à une incapacité à considérer les conséquences à long terme. La dopamine, quant à elle, influence ta capacité à ressentir de la motivation et du plaisir anticipé pour tes choix. Quand ton cerveau est chroniquement fatigué par trop de décisions, ces systèmes de neurotransmetteurs se dérèglent. Tu entres dans un état que certains chercheurs appellent l'épuisement décisionnel chronique. Les symptômes ? Procrastination constante, difficulté à s'engager dans quoi que ce soit, sentiment d'être submergé par des choix simples, anxiété généralisée, difficulté à profiter des choses même quand tu as finalement fait un choix. Est-ce que ça te semble familier ? Si oui, tu n'es pas seul. Une étude récente suggère qu'environ 35% des adultes dans les pays développés souffrent d'un certain degré d'épuisement décisionnel chronique. Ce chiffre monte à près de 50% chez les jeunes adultes, probablement à cause de leur exposition constante aux réseaux sociaux et aux choix infinis qu'ils présentent. Parlons maintenant d'un aspect encore plus troublant, les décisions que tu ne prends pas consciemment. Tu crois prendre peut-être 100 à 200 décisions par jour ? Essaye plutôt 35 000. C'est le nombre que les chercheurs estiment que nous prenons quotidiennement si on compte toutes les micro-décisions inconscientes. Où diriger ton regard ?
Quelle information écouter? Comment interpréter cette expression faciale? Dois-tu ajuster ta posture? Faut-il ralentir en marchant? Dois-tu continuer à lire ce texte ou passer à autre chose? Ces décisions se produisent en arrière-plan, automatiquement, sans que tu en sois conscient. Et elles aussi consomment de l'énergie. Ton cerveau a développé des raccourcis pour gérer cette charge monumentale. Les neuroscientifiques les appellent heuristiques, mais tu peux les considérer comme des règles générales rapides que ton cerveau applique sans réflexion consciente. Ces heuristiques sont utiles parce qu'elles économisent de l'énergie, mais elles créent aussi des biais systématiques dans ta prise de décision. Par exemple, l'heuristique de disponibilité te fait surestimer la probabilité d'événements dont tu te souviens facilement. Si tu as récemment vu un reportage sur un accident d'avion, ton cerveau surestime les dangers du vol, même si statistiquement, voler reste beaucoup plus sûr que conduire. C'est une décision rapide mais imprécise. L'effet d'ancrage fait que le premier chiffre que tu vois influence toutes tes évaluations suivantes. Un restaurant liste un plat à 100 € sur son menu. Soudainement, le plat à 45 € semble raisonnable, même s'il est objectivement cher. Ton cerveau utilise ce premier chiffre comme point de référence, un raccourci pour éviter d'évaluer la valeur réelle. Le biais de confirmation te pousse à chercher des informations qui confirment ce que tu crois déjà et à ignorer celles qui le contredisent. C'est particulièrement problématique à notre époque d'algorithmes personnalisés qui te montrent exactement ce que tu veux voir, renforçant continuellement tes croyances existantes. Ces raccourcis mentaux deviennent encore plus dominants quand ton cerveau est fatigué. Quand ton cortex préfrontal n'a plus l'énergie pour analyser soigneusement, il se rabat sur ces heuristiques automatiques. Résultat, tes décisions deviennent plus biaisées, plus prévisibles et souvent moins alignées avec tes véritables intérêts. Maintenant, ajoutons une autre couche de complexité, le stress. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol, l'hormone du stress. À court terme, le cortisol peut aiguiser ta concentration et te préparer à l'action. Mais de manière chronique, il détruit littéralement des neurones dans ton hippocampe, la région responsable de la mémoire et de la régulation du stress. Le cortisol affecte aussi directement ton cortex préfrontal, réduisant sa capacité à fonctionner efficacement. Sous stress chronique, tu deviens moins capable de prendre des décisions rationnelles et plus susceptible de réagir émotionnellement. Tu entres dans ce que les psychologues appellent un état de réactivité plutôt que de réflexivité. Pense au moment où tu as pris tes pires décisions. Il y a de fortes chances qu'elles soient survenues pendant des périodes de stress intense. Tu as envoyé ce message en colère que tu as regretté. Tu as quitté ce travail impulsivement. Tu as dit quelque chose de blessant à quelqu'un que tu aimes. Ton cerveau, inondé de cortisol et épuisé par trop de décisions, a basculé en mode survie. Le sommeil joue évidemment un rôle gigantesque dans tout ça. Pendant que tu dors, ton cerveau ne se repose pas vraiment. Il travaille activement à consolider les souvenirs, à éliminer les déchets métaboliques accumulés pendant la journée et crucialement à restaurer les réserves de glycogène qui fourniront l'énergie pour les décisions de demain. Une seule nuit de sommeil insuffisant réduit l'activité dans ton cortex préfrontal de manière mesurable. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les personnes privées de sommeil ont une activation réduite dans les zones responsables du jugement et du contrôle des impulsions, et une activation accrue dans le système limbique émotionnel. Traduction : après une mauvaise nuit, tu es plus impulsif, plus émotionnel et moins capable de prendre des décisions rationnelles. Les effets s'accumulent. 2 nuits de sommeil médiocre et ta performance cognitive ressemble à celle de quelqu'un dans l'état d'ébriété légère.
Une semaine de 6 heures de sommeil par nuit, et tu fonctionnes comme quelqu'un qui est resté éveillé 24 heures d'affilée. Pourtant, tu t'habitues à cet état dégradé. Tu ne réalises même pas à quel point ton jugement est altéré. Parlons maintenant des émotions, ces forces puissantes qui colorent chacune de tes décisions, même quand tu penses être parfaitement rationnel. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui ont subi des lésions dans les zones cérébrales responsables des émotions ne deviennent pas plus rationnelles. Elles deviennent incapables de prendre des décisions. Un cas célèbre est celui d'un patient nommé Elliot, étudié par le neuroscientifique Antonio Damasio. Après une chirurgie pour retirer une tumeur cérébrale, Elliot a perdu la capacité de ressentir des émotions normales. Son intelligence, sa mémoire, son raisonnement logique restaient intacts, mais il ne pouvait plus prendre de décision. Il passait des heures à choisir entre 2 stylos. Il ne pouvait pas décider où manger. Sa vie s'est effondrée. Pourquoi ? Parce que les émotions ne sont pas l'opposé de la raison. Elles en sont une composante essentielle. Tes émotions fonctionnent comme un système de navigation rapide, te donnant des signaux intuitifs sur ce qui est bon ou mauvais, sûr ou dangereux, désirable ou repoussant. Sans ces signaux émotionnels, tu es perdu dans un océan infini d'options, également valables sur le plan logique. Le problème survient quand tes émotions sont dérégulées par le stress, la fatigue ou la surcharge. Alors, au lieu de t'aider à naviguer, elles deviennent comme une boussole affolée qui pointe dans toutes les directions. Tu ressens de l'anxiété à propos de décisions triviales. Tu te sens paralysé par la peur de faire le mauvais choix. Ou, à l'inverse, tu deviens trop impulsif, laissant des émotions intenses comme la colère ou le désir orienter des décisions importantes. Il existe aussi un phénomène appelé aversion au regret, qui sabote constamment tes décisions. Ton cerveau est programmé pour éviter les regrets futurs, mais il est terrible pour prédire ce que tu regretteras réellement. Alors tu te retrouves à éviter des risques qui pourraient enrichir ta vie, simplement parce que ton cerveau imagine des scénarios catastrophes improbables. Des études montrent que les gens regrettent beaucoup plus souvent ce qu'ils n'ont pas fait que ce qu'ils ont fait. Sur le long terme, ce sont les opportunités manquées, les risques non pris, les mots non dits qui hantent. Mais ton cerveau, dans sa tentative d'éviter le regret, te pousse à l'inaction, créant exactement le type de regret qu'il essaye d'éviter. C'est un paradoxe cruel. Maintenant, après avoir exploré tous ces obstacles, toutes ces façons dont ton cerveau sabote ta prise de décision, parlons de ce qui peut vraiment t'aider. Parce que comprendre le problème, c'est bien. Mais tu veux des solutions concrètes pour retrouver ce calme mental, cette clarté qui te permet de naviguer dans la vie sans cette anxiété constante. La première stratégie, et probablement la plus puissante, c'est la réduction décisionnelle systématique. L'idée est simple. Diminue radicalement le nombre de décisions non essentielles que tu prends chaque jour pour préserver ton énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Tu connais probablement l'anecdote de Steve Jobs portant toujours le même col roulé noir, ou Mark Zuckerberg avec ses t-shirts gris identiques. Ce n'est pas un caprice excentrique de milliardaire. C'est une stratégie délibérée pour éliminer des décisions futiles. Si tu portes toujours la même chose, tu ne perds jamais d'énergie mentale le matin à choisir ta tenue. Tu n'as pas besoin de devenir aussi extrême, mais le principe s'applique partout. Établis des routines fixes pour les décisions répétitives. Mange le même petit déjeuner chaque jour. Prends toujours le même chemin pour aller au travail. Fais tes courses au même magasin, aux mêmes horaires, en suivant la même liste. Ça peut sembler ennuyeux, mais les faits
et libérateur. Chaque routine que tu établis transforme une décision consciente en automatisme. Et les automatismes ne consomment presque pas d'énergie mentale. Ton cerveau les gère en arrière-plan, libérant ainsi des ressources pour les décisions qui méritent vraiment ta réflexion. La deuxième stratégie consiste à planifier tes décisions importantes pour les moments où ton cerveau est au sommet de ses capacités. Pour la plupart des gens, c'est le matin, dans les 2 à 4 heures après le réveil. C'est à ce moment que ton cortex préfrontal fonctionne le mieux, que ta volonté est la plus forte, que ta capacité d'analyse est optimale. Alors garde ces heures précieuses pour ce qui compte. Ne les gaspille pas à scroller les réseaux sociaux ou à répondre à des emails sans importance. Utilise-les pour les décisions stratégiques, les tâches créatives, les problèmes complexes. Relègue les tâches simples et les décisions triviales en fin de journée, quand ton énergie décisionnelle est de toute façon diminuée. Troisièmement, limite drastiquement ton exposition au choix. Si tu sais que la surcharge de choix te paralyse, structure ton environnement pour réduire les options. Ne va pas dans le supermarché avec 40 types de yaourts, choisis 2 ou 3 marques que tu aimes et alterne entre elles. Ne passe pas des heures sur Netflix. Établis une liste courte de films ou séries que tu veux regarder et choisis seulement parmi ceux-là. Cette stratégie fonctionne aussi pour les grandes décisions. Si tu cherches un appartement, ne regarde pas toutes les annonces disponibles dans ta ville. Définis d'abord des critères stricts, quartier, prix, taille, qui éliminent automatiquement la majorité des options. Ensuite, regarde seulement les 5 ou 10 meilleurs résultats. Cette contrainte artificielle ne te fera pas manquer l'appartement parfait. Elle éliminera juste l'anxiété paralysante d'évaluer des centaines de possibilités. La quatrième approche touche à la nutrition et au timing. Puisque ton cerveau fonctionne au glucose, maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang tout au long de la journée améliore considérablement ta qualité décisionnelle. Évite les pics et chutes glycémiques causés par des aliments riches en sucre simple. Privilégie des repas équilibrés avec des protéines, des graisses saines et des glucides complexes qui libèrent l'énergie progressivement. Des études montrent qu'un petit snack sain avant une décision importante peut faire une différence mesurable. Une poignée de noix, un fruit, quelque chose qui donne à ton cerveau un petit boost glucose sans provoquer de crash ultérieur. Ce n'est pas psychologique, c'est de la biochimie pure. Cinquièmement, et c'est crucial, protège ton sommeil comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Parce que franchement, en termes de qualité de décision et de clarté mentale, c'est le cas. 7 à 9 heures de sommeil de qualité ne sont pas négociables si tu veux fonctionner à ton meilleur niveau cognitif. Établis une routine de coucher fixe. Élimine les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue interfère avec la production de mélatonine. Garde ta chambre fraîche, sombre et silencieuse. Traite le sommeil comme un rendez-vous non négociable avec toi-même, pas comme quelque chose que tu fais quand il te reste du temps. La 6e stratégie concerne la gestion du stress, puisque le stress chronique détruit littéralement ta capacité à prendre de bonnes décisions. Tu dois développer des pratiques régulières de réduction du stress. La méditation est probablement la plus étudiée et la plus efficace. Et avant que tu penses que la méditation est trop spirituelle ou compliquée, sache que les neuroscientifiques ont documenté des changements structurels dans le cerveau après seulement 8 semaines de pratique régulière. L'hippocampe s'épaissit, l'amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété, rétrécit. Le cortex préfrontal montre une activité accrue et une meilleure connectivité. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures. 10 à 20 minutes par jour suffisent pour observer des bénéfices mesurables. Trouve une technique qui te convient. Méditation guidée, respiration consciente, scan corporel et pratique régulièrement.
L'effet cumulatif sur ta clarté mentale et ta capacité décisionnelle est remarquable. L'exercice physique régulier est une autre stratégie puissante. Quand tu bouges ton corps, tu ne fais pas juste brûler des calories ou construire du muscle. Tu changes littéralement la chimie de ton cerveau. L'exercice stimule la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, une protéine qui favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions existantes. L'exercice régulier améliore aussi la régulation du cortisol, te rendant plus résilient face au stress. Il améliore la qualité du sommeil. Il augmente les niveaux de sérotonine et de dopamine, ces neurotransmetteurs essentiels à une bonne prise de décision. 30 minutes d'activité modérée, 5 fois par semaine, peuvent transformer ta clarté mentale. La 7e approche consiste à externaliser tes décisions quand c'est possible. Ton cerveau n'a pas besoin de porter seul le poids de chaque choix. Pour les décisions complexes, utilise des outils d'aide à la décision. Crée des tableaux comparatifs. Fais des listes de pour et contre. Utilise des systèmes de notation. Ces outils ne prennent pas la décision à ta place, mais ils allègent la charge cognitive en organisant l'information de manière claire. Au lieu que ton cerveau jongle avec 10 critères différents simultanément, tu peux les examiner un par un, méthodiquement. Pour certaines décisions, déléguer est aussi une option. Tu n'as pas à tout contrôler. Si quelqu'un de confiance peut prendre une décision aussi bien que toi, laisse-le faire. Chaque décision déléguée est de l'énergie mentale économisée pour ce qui nécessite vraiment ton attention unique. 8e, pratique la décision rapide pour les choix mineurs. L'un des pièges de la fatigue décisionnelle, c'est de consacrer autant d'énergie aux petites décisions qu'aux grandes. Apprends à distinguer les deux. Pour les choix qui ont peu de conséquences à long terme, donne-toi une limite de temps stricte. 2 minutes maximum pour choisir au restaurant, 5 minutes pour choisir quoi porter. 3 minutes pour décider quel film regarder. Cette contrainte temporelle t'empêche de suranalyser. Elle force ton cerveau à se fier à son intuition plutôt qu'à une analyse exhaustive. Et pour les décisions triviales, ton intuition est généralement suffisante. Tu économises ainsi ton énergie analytique pour les choix qui le méritent vraiment. La 9e stratégie touche à quelque chose de plus subtil. Accepter l'imperfection. Le perfectionnisme est un énorme brin d'énergie décisionnelle. Quand tu cherches la décision parfaite, tu restes coincé dans une boucle infinie d'analyse. Tu continues à chercher plus d'informations, à peser une option de plus, à envisager un autre scénario. Mais voilà la vérité. Pour la plupart des décisions, il n'existe pas de choix parfait. Il existe seulement des choix suffisamment bons. Le concept de satisficing inventé par l'économiste Herbert Simon consiste à viser un résultat satisfaisant plutôt qu'optimal. Tu définis tes critères minimums et dès qu'une option les rencontre, tu choisis. Tu arrêtes de chercher. Cette approche peut sembler un compromis à la baisse, mais les recherches montrent que les satisficeurs sont en réalité plus heureux que les maximiseurs, ces gens qui cherchent toujours le meilleur choix possible. Les satisficeurs prennent leurs décisions plus rapidement, avec moins d'anxiété, et sont plus satisfaits du résultat. Les maximiseurs, même quand ils trouvent objectivement une meilleure option, restent anxieux, se demandant s'il n'y avait pas encore mieux. 10e, cultive la gratitude et la réflexion positive. Ça peut sembler sans rapport avec la prise de décision, mais reste avec moi. Quand ton cerveau est constamment focalisé sur ce qui manque, sur ce qui aurait pu être mieux,
sur les opportunités ratées. Il entre dans un état de stress chronique. Cet état, comme nous l'avons vu, détruit ta capacité décisionnelle. Pratiquer la gratitude régulièrement, même simplement en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque soir, recable littéralement ton cerveau. Tu entraînes ton cerveau à remarquer le positif plutôt que le négatif. Cela réduit le cortisol, améliore le sommeil et augmente l'activité dans le cortex préfrontal. Tous ces effets améliorent ta clarté mentale et ta capacité à prendre de bonnes décisions. 11e, apprends à reconnaître et gérer les biais cognitifs. Nous en avons mentionné quelques-uns plus tôt, mais il en existe des dizaines qui affectent tes décisions quotidiennes. Le simple fait d'être conscient de ces biais réduit leur influence. Quand tu prends une décision importante, fais une pause et demande-toi: quel biais pourrait influencer mon jugement en ce moment? Est-ce que je m'accroche à cette option juste parce que j'y ai déjà investi du temps et de l'argent, même si elle n'est plus la meilleure? C'est le biais des coûts irrécupérables. Est-ce que je surestime cette option parce que c'était la première que j'ai envisagée? C'est l'effet d'ancrage. Est-ce que je choisis cette option parce qu'elle est sûre, même si une option plus risquée pourrait être objectivement meilleure? C'est l'aversion aux pertes. Cette auto-interrogation ne prend que quelques minutes, mais peut transformer la qualité de tes décisions. 12e, utilise la règle des 10-10. Quand tu fasses une décision difficile, demande-toi: comment me sentirais-je par rapport à ce choix dans 10 minutes? Dans 10 mois? Dans 10 ans? Cette simple question t'aide à distinguer les émotions immédiates des conséquences à long terme. Souvent, une décision qui semble terrifiante sur le moment a peu d'importance à long terme. Ou inversement, un choix qui semble trivial maintenant pourrait avoir des répercussions significatives dans 10 ans. Cette perspective temporelle t'aide à calibrer le niveau d'énergie mentale approprié à consacrer à chaque décision. 13e, pratique la déconnexion régulière. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour être constamment stimulé par des notifications, des emails, des actualités, des messages. Chaque notification est une micro-décision. Dois-je regarder ça maintenant? Est-ce important? Dois-je répondre? Ces interruptions constantes fragmentent ton attention et drainent ton énergie décisionnelle. Établis des périodes de déconnexion totale chaque jour, 1 ou 2 heures où tu mets ton téléphone en mode avion, où tu fermes toutes les applications, où tu existes simplement sans sollicitation numérique. L'effet est profond. Ton cerveau, libéré de ces micro-décisions constantes, peut enfin entrer dans un état de repos véritable. Le réseau du mode par défaut, un ensemble de régions cérébrales actives quand tu ne fais rien de particulier, peut fonctionner correctement. C'est dans cet état que ton cerveau traite les expériences, consolide les apprentissages et génère des insights créatifs. 14e, développe une pratique de journaling décisionnel. Tiens un journal simple où tu notes les décisions importantes que tu prends, les raisons derrière ces décisions et ensuite, quelques semaines ou mois plus tard, les résultats. Ce journal devient un outil d'apprentissage incroyable. Tu commences à identifier tes patterns. Peut-être que tu découvres que les décisions que tu prends impulsivement le soir se révèlent souvent mauvaises. Ou que quand tu écoutes ton intuition sur les gens, tu as généralement raison. Ou que tu as tendance à surestimer certains risques et sous-estimer d'autres. Ces insights te permettent d'affiner progressivement ton processus décisionnel, de corriger tes biais personnels, de développer une confiance basée sur des données concrètes plutôt que sur des sentiments vagues. 15e, cultive un petit cercle de conseillers de confiance. Pour les décisions vraiment importantes, avoir quelques personnes qui te connaissent bien,
qui ont ton meilleur intérêt à cœur et qui pensent différemment de toi est inestimable. Ils peuvent voir les angles morts du monde. Ils peuvent challenger tes hypothèses. Ils peuvent te rappeler tes valeurs quand tu es perdu dans les détails. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de solliciter trop d'opinions. Au-delà de 3 ou 4 perspectives, tu entres de nouveau en surcharge de choix. Choisis tes conseillers stratégiquement et écoute vraiment ce qu'ils disent. 16e, apprends à faire confiance à ton intuition, mais intelligemment. L'intuition a mauvaise presse dans notre culture obsédée par les données et l'analyse. Mais ton intuition, c'est essentiellement ton cerveau qui traite des patterns et des informations à un niveau inconscient, basé sur toutes tes expériences passées. Pour les domaines où tu as de l'expérience, ton intuition est souvent remarquablement précise. Un pompier expérimenté peut sentir qu'un bâtiment va s'effondrer, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Son cerveau a reconnu un pattern subtil, basé sur des années d'expérience. Un médecin peut avoir une intuition sur un diagnostic avant même d'avoir tous les tests. C'est le résultat de milliers de cas vus précédemment. Le piège, c'est de faire confiance à ton intuition dans des domaines où tu n'as pas d'expertise. Si tu n'as jamais investi en bourse, ton intuition sur quelle action acheter n'a aucune valeur. Elle n'est que du bruit, des biais aléatoires, pas de la sagesse inconsciente. Alors, apprends à distinguer. Dans tes domaines d'expertise, quand tu as cette sensation viscérale, écoute-la. Elle contient probablement de l'information précieuse, même si tu ne peux pas l'articuler consciemment. Dans les domaines nouveaux, sois beaucoup plus analytique et méfie-toi de tes impulsions. 17e, accepte que certaines décisions sont fondamentalement incertaines, et c'est OK. L'un des plus grands drains d'énergie mentale, c'est d'essayer d'éliminer toute incertitude avant de décider. Tu veux être absolument sûr, tu veux des garanties, tu veux savoir que tu fais le bon choix. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La plupart des décisions importantes impliquent de naviguer dans l'incertitude. Tu ne peux pas savoir avec certitude si ce partenaire est le bon. Tu ne peux pas prédire si cette carrière te rendra heureux dans 10 ans. Tu ne peux pas garantir que cet investissement sera rentable. Accepter l'incertitude, c'est reconnaître que tu fais de ton mieux avec l'information disponible et que c'est suffisant. Tu prends une décision basée sur ce que tu sais, puis tu t'ajustes en cours de route. La flexibilité cognitive, la capacité à réviser tes décisions quand de nouvelles informations apparaissent, est souvent plus importante que de prendre la décision parfaite du premier coup. 18e, comprends le rôle de tes valeurs fondamentales dans la prise de décision. Quand tu es clair sur ce qui compte vraiment pour toi, beaucoup de décisions deviennent soudainement plus faciles. Si tu values l'authenticité par-dessus tout, alors ce travail bien payé dans une entreprise dont tu ne partages pas les valeurs devient un non évident. Si ta famille est ta priorité absolue, alors cette opportunité qui nécessiterait de déménager loin d'eux devient claire aussi. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment clarifié leurs valeurs fondamentales. Ils les ont absorbées de leur famille, de la société, de la publicité, sans les examiner consciemment. Alors, leurs décisions reflètent un mélange confus de valeurs contradictoires, créant du conflit interne et de l'anxiété. Prends le temps de vraiment identifier tes 5 valeurs fondamentales. Pas celles que tu penses devoir avoir, celles que tu ressens réellement comme importantes. Écris-les. Utilise-les comme filtre pour tes décisions. Tu seras surpris de voir combien de choix deviennent soudainement évidents quand tu les évalues à travers le prisme de tes vraies valeurs. 19e,
développe une tolérance à l'inconfort. Beaucoup de décisions difficiles le sont parce qu'elles impliquent un inconfort à court terme pour un bénéfice à long terme. Commencez à faire de l'exercice. Bourgour. Avoir une conversation difficile. Quitter un emploi confortable pour poursuivre ta passion. Toutes ces décisions déclenchent de l'anxiété et de l'inconfort. Si ton cerveau est programmé pour éviter l'inconfort à tout prix, tu resteras coincé à prendre toujours les décisions les plus confortables à court terme, même si elles ne servent pas à tes intérêts à long terme. Apprends à voir l'inconfort comme un signal que tu grandis, que tu pousses tes limites, que tu évolues, pas comme quelque chose à éviter absolument. Cette tolérance à l'inconfort s'entraîne. Commence petit, prends des micro-décisions inconfortables, fais cette chose qui te rend légèrement anxieux et cette conversation que tu évitais. Progressivement, ta capacité à tolérer l'inconfort augmente et avec elle, ta capacité à prendre des décisions courageuses. 20e et finalement, pratique l'autocompassion. C'est inévitable. Ton cerveau, malgré tous ces milliards de neurones, n'est pas parfait. Tu vas faire des erreurs. Tu vas choisir la mauvaise option. Tu vas regretter certains choix. Comment tu traites ces erreurs détermine en grande partie ta santé mentale future et ta capacité à continuer à prendre des décisions courageuses. Si tu te fustiges, si tu te rabaisses, si tu ressasses chaque mauvais choix, tu crées une anxiété paralysante qui rend les décisions futures encore plus difficiles. Si au contraire tu traites tes erreurs comme des opportunités d'apprentissage, si tu te parles avec la même gentillesse que tu parlerais à un ami, si tu acceptes que l'erreur fait partie de l'expérience humaine, tu développes une résilience qui te permet de continuer à avancer, à prendre des décisions, à vivre pleinement. La recherche en neurosciences montre que l'autocompassion réduit l'activation de l'amygdale face aux menaces et augmente l'activation des circuits de soins et de connexion. Cela crée un état mental plus calme, plus stable, plus propice à une bonne prise de décision. Au final, retrouver le calme mental n'est pas une destination, mais un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne de cultiver les conditions qui permettent à ton cerveau de fonctionner à son meilleur niveau. C'est protéger ton sommeil même quand c'est tentant de rester éveillé. C'est établir des routines, même quand la variété semble plus excitante. C'est limiter tes options, même quand plus de choix semblent désirables. C'est déconnecter régulièrement, même quand faux mots crient en toi. C'est méditer même quand tu penses ne pas avoir le temps. C'est bouger ton corps, même quand tu es fatigué. C'est manger pour nourrir ton cerveau, et pas juste pour le plaisir immédiat. Chacune de ces pratiques, prises isolément, peut sembler un petit changement. Mais ensemble, elles créent un effet composé remarquable. Ton cerveau, libéré de la surcharge constante, de l'épuisement décisionnel, du stress chronique, retrouve sa clarté naturelle. Les décisions deviennent plus faciles. L'anxiété diminue. Tu te sens plus en contrôle de ta vie. Et peut-être le plus important, tu développes une confiance en ta capacité à naviguer dans l'incertitude de la vie. Pas parce que tu prends toujours les décisions parfaites, mais parce que tu sais que ton processus est solide. Tu sais que même quand tu fais une erreur, tu peux l'ajuster. Tu sais que ton cerveau, bien soigné, est un outil remarquable, capable de te guider à travers les complexités de l'existence moderne. Alors ce soir, alors que tu te prépares à dormir, pense à une petite chose que tu peux changer demain. Peut-être que c'est établir une routine fixe pour ton petit déjeuner. Peut-être que c'est programmer 10 minutes de méditation. Peut-être que c'est simplement mettre ton téléphone en mode avion pendant 1 heure. Commence petit. Construis progressivement.
Sois patient avec toi-même. Ton cerveau est incroyable. Il a juste besoin que tu crées les conditions qui lui permettent de briller. Et quand tu fais ça, quand tu respectes ses besoins biologiques, quand tu comprends ses limites et travailles avec elles plutôt que contre elles, la clarté mentale que tu recherches devient naturelle. Le calme n'est pas l'absence de décisions à prendre, c'est la confiance tranquille que tu peux les naviguer, l'une après l'autre, sans être submergé. C'est savoir que tu as un processus. C'est accepter l'imperfection. C'est traiter ton cerveau avec le respect et le soin qu'il mérite. Dors bien ce soir. Ton cerveau travaillera pendant ton sommeil, consolidant tout ce que tu as appris, rechargeant ses batteries pour demain, se préparant pour toutes les décisions que la vie t'apportera. Et maintenant, tu sais comment l'aider à réussir. Si cette exploration dans les profondeurs de ton cerveau t'a aidé, si tu as découvert quelque chose d'utile, pense à laisser un like sur cette vidéo. Abonne-toi à Les Séances Nocturnes pour plus de contenu qui t'aide à comprendre ton esprit et à vivre mieux. Et dis-moi dans les commentaires, quelle stratégie vas-tu essayer en premier? J'ai hâte de lire tes réflexions. Maintenant, éteins ton écran. Laisse ton cerveau se reposer. Demain est un nouveau jour, rempli de nouvelles décisions, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins à explorer. Et tu es maintenant mieux équipé pour les naviguer tous. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle exploration nocturne des sciences qui façonne notre vie.